Les explorateurs, puis-je vous demander d'accueillir avec moi Mathieu Torder, le plus jeune au monde à avoir rallié le pôle Sud à pied sans assistance. Mathieu, merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous en prie, prenez place. L'amiral Olivier Lajoux. Ma mission, dit l'amiral, c'est de servir mon équipage pour qu'il puisse être le plus efficace. Mais comment faire quand on rencontre de l'inattendu? Et par exemple, merci beaucoup d'être là, amiral, et notamment des vagues de 14 mètres. Albert Moukébert est-il arrivé? Il est là. Merci beaucoup, Albert, d'être parmi nous. Docteur en neurosciences, psychologue, clinicien. Merci. Vous voilà au complet. Mathieu, je vais démarrer avec vous. Je vais démarrer avec vous. D'abord, puis-je vous dire que, mesdames et messieurs, que Mathieu est né à Rouen, ce qui fait de lui un Normand. Il est né à Rouen et le 13 janvier 2019, 51 jours de marche, vous arrivez enfin, après 1150 km en solitaire, en traînant un traîneau d'une centaine de kilos, vous arrivez au pôle Sud. Vous êtes le plus jeune à l'avoir fait. Dites-moi, quand vous êtes arrivé, on pense à quoi une fois que c'est fait, une fois qu'on y est? Effectivement, c'est un sentiment très grisant que d'arriver à atteindre un rêve, parce que moi, cette expédition en Antarctique, c'était un rêve que j'avais depuis que j'étais enfant. Vous l'avez dit, je suis de Normandie. Moi, j'ai rêvé avec les explorateurs polaires du temps passé, comme Amundsen, Shackleton, Scott, et puis après d'autres plus récents, comme Jean-Louis Etienne et d'autres. Mais le fait d'arriver à atteindre un rêve après 50 jours de marche dans un environnement aussi désert que l'Antarctique, c'est une sensation assez géniale, quoi, parce que j'arrive au bout d'une aventure de 50 jours, mais aussi au bout d'années de rêve, d'années de préparation. Donc il y a un grand mélange de joie, de fierté. Il y a aussi une petite pointe un peu d'incertitude et de nostalgie, parce que finalement je me dis, voilà, à partir du moment où je vais arriver au pôle Sud, après, que va être ma vie après? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette expédition? Et donc c'est un espèce de grand moment où il y a plein de sentiments qui s'entremêlent, mais c'est globalement beaucoup de joie. Vous aviez et un de fierté. téléphone avec vous? Alors l'Antarctique, c'est le continent le plus au sud du globe, donc c'est un continent qui est très désert, hein. Il y a quelques bases scientifiques, mais il n'y a pas de réseau 3G, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien de tout ça. En revanche, il y a un réseau satellitaire qui s'appelle le réseau Iridium, et donc moi, c'était une expédition du 21e siècle, hein. J'avais des téléphones satellites, j'avais des GPS, et donc je pouvais communiquer avec le monde extérieur, chose que je faisais tous les jours pour donner ma position, pour donner des petites informations aux personnes qui me suivaient, Et une mes fois partenaires. que vous êtes arrivé, vous avez appelé qui? Alors quand je suis arrivé, en fait, moi c'était le pôle Sud, on sait quand on est arrivé, contrairement au pôle Nord qui est au milieu d'un océan gelé, parce qu'au pôle Sud, en fait, il y a une base scientifique américaine qui s'appelle Amundsen Scott, en hommage aux premiers explorateurs qui ont atteint le pôle Sud en 1911. Et donc, une fois qu'on arrive au pôle Sud, eh bien, il y a une base, il y a un pylône symbolique qui symbolise l'arrivée au pôle Sud. Et donc, j'ai appelé mes parents, mes proches, mes partenaires. Donc, c'était un moment qu'ils attendaient, eux comme moi, depuis longtemps. Merci beaucoup. Mathieu Torder, donc, se trouve à ce moment-là au pôle Sud. Mais lorsqu'on revoit sa vie, tout ce qui a précédé, on ne prépare pas le pôle Sud comme cela. C'est depuis tout petit déjà. Il était en exploration, en découverte constante, en images, si vous voulez. Et en 90 secondes, Mathieu Torder, tout ce qui a précédé le pôle Sud et jusqu'au pôle Sud. Depuis une dizaine d'années, je pars à l'aventure, à la rencontre des autres et de moi-même. J'aime gravir des montagnes, descendre des fleuves, traverser des déserts et des océans, affronter les éléments et me sentir petit face à l'immensité de la nature. J'ai parfois touché les étoiles et je suis parfois descendu bien bas. J'ai une soif de challenge et de découverte pour les régions reculées du globe. Dans l'aventure, c'est la part de magie qui me dépasse. Ce retour à l'enfance et à l'émerveillement. Un retour à l'essentiel. Mon prochain défi est une expédition en Antarctique, en solitaire, sans assistance et en autonomie totale. 50 jours, sur près de 1150 km, dans le plus grand désert de la planète.
Je m'appelle Mathieu Torder, j'ai 26 ans et je n'ai désormais qu'un seul objectif, le pôle Sud. Mathieu, nous, on a vu que des échantillons, vous avez tout fait. Vous aimez en baver dans la vie ou quoi? Dites-moi. Je crois pas, mais je pense qu'on se révèle à soi un peu dans l'adversité. Et moi, j'aime pas le froid particulièrement, j'aime pas la solitude particulièrement, mais j'aime bien les conformations un peu d'esprit dans lesquelles je me retrouve dans ces situations. Vous faites partie aujourd'hui de la Société des explorateurs français. Vous êtes vraiment explorateur. Amundsen, il avait déjà découvert tout. Hein. Alors, effectivement, je suis partie de cette société des explorateurs français qu'il faut comprendre au sens de association. Hein. C'est une espèce de bande de copains au départ créée en 1937 qui regroupe le spécialiste des mondes polaires, les spécialistes des déserts chauds et j'en passe. Mais on a tous des professions diverses et variées. Il y a des photographes, des scientifiques, etc. Moi, aujourd'hui, je ne me considère pas véritablement, et je suis très honoré d'être sur cette scène, mais je ne me considère pas véritablement comme un explorateur au sens premier du terme. Pour moi, les explorateurs aujourd'hui, ce sont les gens qui vont découvrir un terrain inconnu, et vous le disiez en introduction, c'est vrai que les contours aujourd'hui de la Terre sont indiscutablement connus, que l'exploration géographique aujourd'hui, elle est de plus en plus réduite. Il en reste au fond des océans, il en reste dans le spatial, évidemment, mais qu'aujourd'hui, voilà, on ne va pas découvrir un nouveau continent, un nouveau territoire. Et donc moi, dans mes aventures sont plus des aventures, je raconte des histoires, je rencontre des gens, mais aujourd'hui je n'explore rien sur le plan géographique puisque, encore une fois, quand je suis arrivé au pôle Sud, il avait été découvert. Après, je pourrais me considérer comme un explorateur au sens où j'explore mon propre potentiel. On y vient dans un instant. Albert Moukébert, merci beaucoup d'être là. Docteur en neurosciences. Pour vous, qu'est-ce qu'un explorateur? Pour vous, le scientifique, hein? Alors il y a plusieurs domaines d'exploration, donc on peut explorer en déplacement son corps, explorer l'espace, explorer un terrain, mais il y a aussi l'exploration de ses capacités. Et je pense qu'il y a plusieurs échelles, des fois ça s'entremêle, quand quelqu'un dépasse ses propres limites pour explorer quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais été fait avant, ou des fois on est en train d'explorer un monde physique qui est déjà connu, mais on est en train de découvrir une exploration de soi. Mais pour moi l'exploration c'est quelque part aussi pouvoir faire quelque chose qu'on n'a pas fait avant. Il y a une sorte de nouveauté dans l'idée d'explorer. C'est de ne pas avoir une garantie, ni de succès, ni de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir au bout. Donc ce n'est pas faire quelque chose pour la première fois au monde, mais faire quelque chose pour la première fois dans mon monde. C'est ça l'idée? C'est une forme d'exploration. Et là, oui, je suis explorateur, vraiment. Là aussi, je mets le pied où jamais je ne l'avais mis avant. Oui. Mais ça ne me concerne que moi. Exactement. Y a-t-il des explorateurs à qui vous ne feriez pas confiance? Dites-moi. Les explorateurs qui ont confiance en eux. C'est-à-dire? C'est-à-dire les explorateurs qui pensent qu'ils vont réussir. Dans l'exploration, il y a tout le temps une part d'échec possible. Et quand on parle d'exploration, moi en tout cas, auquel je ferai confiance, c'est les personnes qui sont prêtes à échouer. Parce que réussir, c'est facile. Je me retrouve énormément dans cette notion que c'est les contraintes qui nous aident à se développer. Et par exemple, en psychologie, des personnes qui vivent une vie sans contrainte, on appelle ça la tolérance à la frustration. Si on n'a pas une tolérance à la frustration, moi, personnellement, je ne ferai pas confiance. J'ai besoin de savoir qu'une personne a déjà été dans l'adversité. Parce que, par exemple, le courage, pour moi, ce n'est pas aller faire quelque chose de nouveau. C'est sentir le froid, sentir la gêne, sentir la panique, sentir le stress et savoir comment réagir. C'est pas ne pas stresser, c'est pas ne pas avoir peur, c'est pas ne pas être dans des contraintes, c'est pas se dire ça va aller, c'est de se dire ça va probablement mal se passer, mais je me le sens de le faire quand même. Donc tous ceux qui vous accompagnent et qui vous disent par exemple « vas-y, ne lâche rien, si tu ne tentes rien, tu n'as rien, franchement tu devrais y aller », enfin ils sont sur le bord de la route, hein, ce sont des explorateurs ou moi personnellement, cette vision un peu on appelle ça en anglais wishful thinking, genre de si tu crois tu vas réussir, etc. Moi ça ne me rassure pas trop. C'est ça. C'est quelqu'un qui me dit genre si tu crois tu vas réussir, fonce, ouais. Prends ton courage à deux mains et cours vers ton destin et tout ça. Je pense pas que c'est une très bonne manière pour l'exploration. C'est peut-être une très bonne manière pour tenter de trouver un nouveau plat en cuisine. Mais de se dire par exemple, si par exemple quelqu'un me dit allez Albert tu peux y arriver, vas-y fais le pôle Sud, regarde quelqu'un l'a fait.
et je le fais, je pense que je finirai mort. Dernière question. Dans la personnalité de Mathieu, telle que vous le découvrez là, encore, c'est quand même une personne qui aime se confronter à des choses, il l'a dit lui-même, à des choses auxquelles il n'est pas habitué. Ça vous rassure, ça? Oui, énormément. Oui, Parce qu'il reconnaît que ça le met dans un inconfort, et donc déjà, il y a une perception des limites. Moi, je travaille aussi sur l'acquisition de la connaissance. Je préfère de loin les personnes qui peuvent me dire ce qu'ils ne connaissent pas que les personnes qui me disent ce qu'ils connaissent. C'est facile de savoir ce qu'on sait. Le pôle Sud, on le fait à 27 ans ou on le fait à 47? Quelle est la différence? Je mets l'âge vraiment là Alors dans ça, la balance. moi, je ne m'y connais pas. Moi, dès qu'il fait un peu froid, je ne sors plus de chez moi. Faut-il être jeune pour prendre des risques? Oui, alors il faut être jeune pour prendre des risques. Qu'appelez-vous jeune? C'est ça que j'aimerais comprendre. Dans le sens où on a des structures cérébrales dans notre cerveau, et ça, c'est vraiment un truc physiologique qui évalue différemment le risque à partir d'un certain âge. Ce n'est pas un hasard que les mouvements sociaux, les mouvements protestataires, les explorations, les premiers sports extrêmes, les premières personnes à faire des sauts en parachute, des sauts à l'élastique, même plein de risques physiologiques, on va dire. À un certain âge, on a des structures qui évaluent le risque différemment. On se rappelle tous, quand on est jeune, d'aller à la fête foraine, par exemple, faire les grands 8 et tout ça, et avec l'âge, on sent que quand on y va, on n'a pas vraiment envie de le faire. Et c'est pas de la peur, c'est vraiment des structures qui sont biologiques, qui sont pas encore développées avant un certain âge, qui évaluent le risque différemment. Mais ça veut pas dire qu'à partir d'un certain âge, on peut plus prendre de risques. C'est juste plus difficile et plus flippant. Voyons ensemble, merci beaucoup pour ces premiers éclairages. Mathieu, on ne doute pas, personne ici ne doute évidemment de l'intensité et de la perfection de votre préparation avant d'être parti au pôle Sud. Maintenant, lorsque vous êtes arrivé, les conditions que vous avez rencontrées étaient-elles celles que vous aviez anticipées? Eh bien non, mais je crois que c'est aussi le propre d'une aventure. Quand on se lance à l'aventure, on accepte, comme tu l'as dit, justement que ça ne se passe pas comme prévu. Autrement, ce n'est plus une aventure. L'idée, c'est d'avoir des plans A, des plans B, des plans C, et de s'adapter en fonction des conditions qu'on rencontre. Après, il se trouve que cette année, je ne sais pas si vous le savez, mais il a fait très chaud en Antarctique. Ça fait quelques années qu'il fait chaud en Antarctique de l'Ouest. Donc l'Antarctique qui se trouve, si on regarde la carte, proche de l'Amérique du Sud, qui était l'endroit où moi je me trouvais. Et le fait qu'il fasse chaud, vous pourriez vous dire que c'était une bonne nouvelle, que du coup, je pouvais skier en t-shirt. Alors, chaud, c'est combien? Parce que... Chaud, c'est moins de 0, mais c'est des températures qui évoluent entre moins 5 et moins 15 degrés. Alors, habituellement, c'est combien? Alors, en fait, c'est très lié à l'endroit où on se trouve en Antarctique. En fait, comme l'Antarctique est un continent qui est très élevé, si on est au pôle Sud, on est à 3 km d'altitude, on est à 3000 mètres en altitude. Si on est sur le bord du continent, qui était le point de départ de mon expédition, on est au niveau de la mer, et donc les température pendant l'été austral devrait être peut-être aux alentours de moins 20, moins 25 degrés. En moyenne, moi, il aurait dû faire aux alentours de moins 30, avec des températures qui auraient évolué entre moins 15 et moins 50. Mais il se trouve que sur le premier mois de l'aventure, il a fait entre moins 5 et moins 15 degrés. Et ça change quoi? Et ça change tout, parce qu'en fait, le fait qu'il fasse chaud, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de nuages qui contenaient beaucoup d'humidité, beaucoup de précipitations, et que ces précipitations, elles sont tombées sous forme de neige sur le continent. Et l'Antarctique, c'est censé être le continent le plus sec du monde. Mais il se trouve que cette année, moi, j'avais 30 ou 40 cm de neige fraîche, de neige poudreuse, sous mes skis, sous mon traîneau qui pesait 115 kg, et qu'au lieu de glisser sur une neige un peu compacte, eh bien, ce traîneau s'enfonçait dans la neige molle, et j'étais beaucoup plus lent, en fait, que ce que j'avais prévu. Moi, j'avais 50 jours de nourriture dans mon traîneau, et donc je devais composer avec cette limite finie de nourriture, mais en fait, en faisant que 12 km par jour avec cette neige molle, au lieu d'en faire 20, il a fallu trouver des ressources et des moyens de s'adapter pour avancer. Donc, au moment où vous démarrez, vous savez que vous n'y arriverez pas. Si vous continuez comme ça, à ce rythme-là, impossible. C'est sûr. Ouais. Il y avait combien de personnes qui, la même année, sont parties en même temps que vous? Combien d'équipes? Alors, c'était assez particulier cette année. Des expéditions comme la mienne, on est 21 dans le monde à l'avoir fait, dans les conditions que je me suis imposées, c'est-à-dire en solitaire, sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans chien de traîneau, sans véhicule à moteur, donc uniquement la force des jambes, et sans ravitaillement. C'est-à-dire que moi, mon choix, c'était de faire une expédition un peu à l'ancienne et de partir de la côte du continent et de relier le centre du continent sans avoir une assistance extérieure, c'est-à-dire sans qu'il y ait de nourriture qui ait été disposée sur le chemin. Et donc, cette année, il y avait 7 autres personnes, 7 autres aventuriers et aventurières. Il y avait une femme qui tentait l'aventure. C'est un peu un hasard, il n'y en a jamais eu autant, mais finalement, avec les conditions qu'on a eues, on n'a été que 2 à atteindre le pôle. Il y en a combien qui ont abandonné? 5, du coup. 5 ont abandonné, ouais. 2 ont réussi, dont vous? Ouais. Oh, déjà, on peut applaudir quand même. 2 ont réussi, dont vous? Attendez, fabuleux. Non, mais vrai. Alors, attendez. Ce que nous aimerions comprendre maintenant, c'est, encore une fois, vous commencez, vous dites, je ne fais que 12 km là où je dois en faire 20, je n'ai que pour 50 jours de nourriture, il faut que je change mon plan, passer au plan B, c'est quoi?
Justement, je vous remercie pour les applaudissements, mais moi, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est surtout en fait les conditions dans lesquelles je me suis retrouvé qui ont fait que moi, Mathieu, je me suis dit, avec ces conditions de météo, si je continue à m'apitoyer sur mon sort et à faire que 12 km par jour, mon rêve de pôle sud, il me passe sous le nez, quoi. Et tout ce que j'ai engrangé avant, toute la préparation, toute la recherche de partenaires de fonds, ça aurait été pour rien, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir prendre mon téléphone satellite pour dire, voilà, j'arrête et je rentre. En fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que face à ces conditions difficiles, face à ces contraintes non prévues, eh bien, il va falloir trouver des solutions pour s'adapter. Et pour ça, en fait, moi, j'ai pas mal de j'ai pas mal de solutions, en fait. C'est-à-dire que je peux allonger mes journées de ski, c'est-à-dire qu'au lieu de skier 8 heures par jour, chose que j'avais prévue, eh bien, je vais les allonger à 12 heures de ski. Donc, je vous avoue que c'est des journées sportives et longues, mais c'était ma façon de faire. Je vais me rationner, c'est-à-dire que les 50 jours de nourriture, eh bien, je vais tous les jours en mettre 10% de côté. Et donc, tous les jours, en mettant 10% de ma nourriture de côté, eh bien, ça veut dire que mon expédition, je vais avoir 50 jours plus 1, 2, 3, 4, voire 55 jours d'autonomie. Et donc ça va rallonger mon temps sur la glace. Et puis surtout, en fait, psychologiquement, je me suis un petit peu isolé, c'est-à-dire que je me suis concentré que sur la prochaine heure de ski en permanence et jamais sur l'arrivée. En fait, si je me réveillais le matin et que j'ouvrais les zips de ma tente et que je pensais à l'arrivée, que je pensais au pôle sud, je crois que je serais jamais sorti de mon sac de couchage parce que c'est trop difficile en fait d'envisager une telle distance, une telle solitude, une telle souffrance sur des jours et des jours et des semaines durant. En revanche, se concentrer sur la prochaine heure de ski, au bout de laquelle il y aura une petite pause chocolat, un petit coup à boire, etc. Je vous rassure, c'était de l'eau. Mais ça permet justement d'appréhender l'expédition de manière plus sereine. Et puis 1 heure plus 1 heure, eh bien ça s'additionne, ça fait une journée. Et ça a autant de mini-objectifs qui sont autant de mini-victoires et qui, moi, m'ont permis de rester accroché à mon rêve plutôt que de me dire les conditions sont compliquées, j'arrête. Question. Tous, lorsqu'on fait un petit peu de sport, on sait que parfois on se sent très bien et on est prêt à poursuivre et on poursuit. Est-ce que vous, mécaniquement, vous arrêtiez à la 55e minute pour dire c'est le temps du chocolat et tu reprends après, même si vous vous sentiez bien ? Alors, moi, oui, tout à fait. Je fonctionnais de cette façon-là et je fonctionnais de manière militaire et je serais curieux d'avoir l'avis de mon voisin à ce sujet. Mais alors que je ne suis pas quelqu'un, justement, qui va fonctionner de manière très, très, très précise et carrée, mais au vu des conditions, ma seule solution de m'en sortir par le haut, c'était de faire 6 sessions d'1 heure de ski ou de 55 minutes le matin, d'avoir 5 minutes de pause entre chaque session et de reprendre 6 sessions de ski l'après-midi parce qu'en fait, ça me donnait une structure, ça structurait mes journées, je savais exactement psychologiquement, et je pense que tu pourras confirmer, où je me trouvais dans ma journée et ça m'aidait à avancer, très clairement. Albert, là vous avez un sujet magnifique, non ? En plus, c'est une technique qu'on utilise même dans le travail, dans la productivité, ça s'appelle la technique du Pomodoro. C'est par exemple, si je veux faire, je veux répondre à mes mails, j'ai plein de mails, me dire pendant les 45 minutes qui viennent, je vais faire mes mails et après j'arrête, que j'ai fini ou pas. J'arrête et de mettre comme ça des sortes de mini-étapes et de renforcer l'effort qu'on fait au lieu de renforcer le résultat. C'est quelque chose qu'on utilise même dans l'éducation. Par exemple, au lieu de renforcer chez des étudiants s'ils réussissent leur année ou pas, où ça va paraître insurmontable, d'avoir une sorte de moyenne, de se dire je vais faire chapitre par chapitre, ligne par ligne. Moi, par exemple, j'ai écrit un livre. Quand j'écrivais, j'utilisais exactement la même technique. Je me disais, j'écris 1 heure, j'arrête 15 minutes. Que je sois dans une bonne lancée, dans une mauvaise lancée, quoi qu'il arrive, au bout d'1 heure, j'arrête, puis je fais 15 minutes de pause. Et chaque heure, moi, je faisais 57 minutes et 12 minutes de pause. Pour une raison complètement qui n'a aucun sens, hein, c'est des chiffres au hasard. Mais ce décompte, si je me disais j'ai encore tout le livre à écrire, j'aurais pas écrit un mot, c'était mot à mot, phrase par phrase. Ici, j'imagine, dernière question sur le cas de Mathieu, mais Mathieu dit « j'aurais pu m'apitoyer sur mon sort, vous auriez pu avoir peur, vous auriez pu être pris par 1000 émotions différentes ». Vous recadrez rationnellement les choses en disant « il y a une porte de sortie, voilà le chemin, j'applique ». Ça s'appelle comment ? Enfin, c'est un chemin clair, net, propre, je mets les émotions de côté je ne pense pas qu'on peut mettre les émotions de côté. Je pense qu'on change d'émotion. Ah. La séparation entre, par exemple, l'émotion et la rationalité, c'est complètement illusoire. Genre dire cette hiérarchisation de l'intellect sur les émotions, c'est absurde. Ça fonctionne tout le temps de pair. On va mettre une émotion différente et probablement la peur, on la sent.
C'est pas ne pas sentir la peur, c'est apprendre à la gérer. C'est pas ne pas sentir le froid, c'est apprendre à le gérer. C'est pas ne pas sentir l'échec, c'est apprendre à gérer le risque de l'échec. C'est pas et ça s'applique pour tout vraiment. L'échec peut être amoureux, peut être professionnel, peut être des fois d'expéditions qui ont une longue préparation. Les 5 autres personnes qui ont dû abandonner, je pense pas qu'ils étaient contents de le faire, ou qu'ils n'étaient pas prêts. C'est une gestion des émotions et des changements de valence, mais même d'intellect. C'est-à-dire des fois notre rationalité, on doit des fois se protéger de notre rationalité. Il y a la hiérarchisation et en fait, il n'y a pas une solution qui va marcher tout le temps. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant quand on fait des expéditions comme ça, ou même en recherche, on s'appelle chercheur, pas trouveur, parce qu'on passe beaucoup plus de temps à chercher qu'à trouver. C'est une sorte de prisme mental, d'être attaché à l'étape qui arrive maintenant, et à l'émotion qui arrive maintenant, à l'idée qui arrive maintenant, de l'évaluer et de passer à la suivante. Sinon, c'est trop, et on est très mauvais de toute façon à évaluer les choses qui sont loin dans le temps ou loin dans l'espace. Et ça nous fait plus flipper qu'autre chose. Merci beaucoup, Olivier Lajoux. Merci beaucoup de votre patience. Vous êtes donc aujourd'hui conseiller en entreprise, consultant, conférencier, mais pendant des dizaines d'années, vous avez commandé des bâtiments de surface, entre autres le Latouche-Trévis, une frégate, avec votre équipage. Tout petit déjà, sur le bassin d'Arcachon, avec votre petit voilier, vous partiez en exploration sur ce bassin en question. Vous avez toujours adoré ça. C'était un besoin de mer, dites-moi, un besoin d'espace, un besoin d'infini, d'horizon? Oui, un grand besoin d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté de l'horizon. Quand on est au bord de la mer, il y a l'horizon. Et on se dit toujours, il y a quoi de l'autre côté? Et donc moi, j'avais cette curiosité. Et puis chaque été, je voyais un ambassadeur qui revenait, il avait un très beau yacht, il revenait, il était ambassadeur dans des pays africains. Chaque année, il arrivait avec une équipe différente d'hommes et de femmes avec lui, il faisait des fêtes incroyables, et je trouvais ça très intéressant, très drôle. J'avais envie de ressembler à ça, et de me dire finalement, si c'est ça, être ambassadeur, je veux bien. Et donc j'avais ce c'est pour ça que vous êtes parti dans la marine? De l'autre côté. Et c'est pour ça que je suis allé dans la marine, oui, d'une certaine façon. Parfait. Pour bien s'amuser, pour revenir, et non, je blague en disant ça. Vous voici Pacha, c'est bien comme ça qu'on appelle le commandant d'un bâtiment de surface, le Pacha. Oui. Ce qui veut tout dire, c'est-à-dire l'idée c'est à la fois il est là-bas tout au-dessus et en même temps on a l'impression qu'il ne fait rien. Vous, comment considérez-vous, comment avez-vous considéré au fur et à mesure votre mission? Un Pacha, ça se met au service. D'abord parce qu'il est marin et qu'il sait qu'il ne peut rien sans l'équipage. Il n'est rien sans un bateau solide. Et quand il y a 14 mètres de creux, 15 mètres de creux, on a beau être sur un très gros bateau, on se rend compte très vite de toutes les limites de ce que l'on est en train de faire. Et donc j'ai des petites formules qui sont simples. C'est c'est elle qui commande. C'est cette jolie formule des joyaux qui gagnent le Vendée Globe pour la 2e fois. Il y a une journaliste qui lui dit alors, et il répond, elle m'a laissé passer. Elle, c'est la mer. C'est exact. Et donc, elle m'a laissé passer. Pour moi, c'est une formule très forte. C'est d'abord, je suis en totale harmonie, attention, relation avec la mer. Et ensuite, en tant que commandant, je dois aussi être en totale harmonie, relation avec l'équipage. Chaque maillon de la chaîne compte. Il n'y a pas de petit métier ou de grand métier à bord d'un bateau. Le matelot mécanicien fait une erreur et tout peut partir en sucette très vite. Et donc, il y a cette notion de je compte sur chacun d'entre vous. Et donc, je rejoins complètement ce qui a été dit. Plus il y a de la tempête, plus il faut savoir aller puiser dans le calme, la sérénité et concentrer, déporter l'esprit de la frayeur. La déferlante qui arrive, ça fait peur. Hein. On n'aurait pas peur, on serait stupide. Et donc pour éviter de succomber à la peur, sur quoi on concentre les esprits? Eh bien sur ce que chacun a à faire là où il est, à l'instant précis où il est, avec un geste technique qui va le ramener à quelque chose d'immédiat, qui va l'apaiser. Et donc je rejoins exactement ce qui a été dit là, c'est je me reconcentre sur quelque chose de simple qui va me permettre d'oublier qu'il y a la tempête sans jamais l'oublier. Ce que tu disais très bien, oublier la peur, ça serait se mettre en danger absolu. Et donc c'est ce juste équilibre entre il faut que je sois prudent, que je respecte celle qui commande, la mer, et en même temps il faut que je concentre mon esprit et ceux de l'équipage sur des choses simples. Je résume. Ma mission, dites-vous, c'est une double harmonie. Harmonie avec les éléments, harmonie avec l'équipage. Et faire en sorte que les deux, toujours, soient dans la même cadence. Creux de 14 mètres.
J'imagine que vous non plus, vous ne parvenez pas à vous rendre compte de ce que c'est. On part en mer, tous ensemble, prenez vos petits sacs à vomi, ça va servir, et on voit les images. Une frégate dans une tempête. Reprenons vos propos, impressionnants quand même, impressionnants. J'ajoute simplement, pour celles et ceux qui n'ont jamais navigué à bord d'un bâtiment de surface, donc de la marine, il n'y a pas de hublot. Quand vous êtes à l'intérieur, il faut imaginer que vous êtes la sardine dans la boîte de conserve et que quelqu'un à l'extérieur secoue et vous ne savez pas d'où va venir le coup suivant. C'est ça que vous vivez à l'intérieur. Et ça, c'est 24/24 et souvent en plus, on ne voit pas l'extérieur, donc vous ne savez même pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Je reprends vos propos. La tempête est là. La déferlante qui arrive quand on est sur la passerelle, en tous les cas, peut faire peur ou fait peur, mais vous aussi, elle vous fait peur. Et c'est la même pour tout le monde. Que faites-vous avec votre peur? Comment vous faites? Vous ne pouvez pas vous extraire de tout cela. Et donc je fais exactement ce qui a été dit tout à l'heure. Moi-même, je me concentre sur des choses simples. Et donc, pour rester, je regarde comment vient la mer, je regarde si je suis au bon cap, et puis je regarde les marins qui sont avec moi à la passerelle. Et en les regardant, je me rassure. Parce qu'eux étant concentrés sur tenir le cap avec la barre, ou s'assurer que la machine tourne toujours, ils font des gestes simples, et en les regardant faire ces gestes simples, je me rassure. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, parce qu'il y a un bruit insupportable. On est totalement dépendant de la technique. Le bateau que vous avez vu là, il fait 140 mètres de long, il y a 250 marins à bord, il y a 2 hélicoptères dans le hangar derrière, il y a des missiles, des torpilles, des soutes à kérosène et à gasoil, il y a des réseaux haute tension, il y a des réseaux anti-incendie à 8 bars. Un d'entre eux, c'est une voie d'eau instantanée. La voie d'eau, c'est le court-circuit. Le court-circuit, c'est le bateau en travers de la vague et c'est la mort en quelques secondes potentiellement. Plus c'est complexe, plus c'est gros, plus c'est dangereux finalement. Et donc tous les parallèles avec l'entreprise sont intéressants. C'est la chance qu'on a, nous, comme Pacha, c'est que la tête est avec les jambes. Ça, c'est une grande chance. Si j'avais une recommandation à faire, n'éloignez jamais trop la tête des jambes. La chance du Pacha, c'est qu'il est dans la même aventure que les jambes, c'est-à-dire son équipage. Et donc, il a la même peur. Et c'est bien qu'il ait la même peur, parce que quand viendra le temps d'en débriefer, d'en tirer le son, parce qu'on aura vécu les mêmes choses, on se comprendra d'autant plus facilement. Ma peur à moi, je l'avais, et je la traitais en me disant, regarde les marins, si tu vois les marins paniquer, alors là, tu devras avoir très très peur. Mais aussi longtemps qu'eux sont concentrés sur leur boulot, le font bien, et qu'on tient le cap, tout va bien. Et donc, quel est votre job de manager alors? Votre job, là? Parce que vous dites, bon, ils sont dessus, mais comment faire, vous, qui êtes leur supérieur hiérarchique, pour que chacun tienne bien son poste, même dans des circonstances comme ça? C'est vraiment un travail sur soi, c'est-à-dire comment on apprend à... Les émotions, elles sont là. Et donc, quel travail on fait sur soi pour garder l'attitude? Il ne faut pas que ce soit une attitude trop distante, trop présente. Il faut être là. Et il faut savoir jouer de cette espèce de... Moi, j'aime bien la notion d'élastique. Il y a des moments où je vais tirer un peu l'élastique, d'autres je vais le lâcher. Et donc, il y a des moments où je vais être un peu plus grave, d'autres souriants. Je suis tenté de dire, plus c'est périlleux, plus il faut afficher une sérénité.
mais pas jovial, pas trop jovial. Ça serait incompréhensible pour les gens de voir le commandant rigolard, Ça fait très alors peur. que dehors, ça va Ouais. mal. Et donc, il faut apprendre à travailler ce travail sur soi qui est, c'est pas même pas peur, c'est si je montre ma peur, ça va être la panique. Je dis souvent, le vrai courage, on a parlé du courage, c'est la patience et la capacité à ne jamais céder à la panique, à la peur, à la rage. Le premier qui s'énerve a perdu. Comment fait-on pour ne pas succomber à la peur, à la panique, à la rage? C'est un travail très personnel. On peut se faire accompagner, on peut se faire coacher, on peut débriefer des situations. C'est toujours intéressant de demander aux gens, bon, on a traversé ça ensemble, comment vous avez apprécié mon attitude? Est-ce que j'ai rajouté du stress au stress? Est-ce qu'au contraire, j'ai été là comme il fallait? Comme Pacha, vous vous faisiez débriefer par votre Oui, équipage. absolument. Et surtout, il ne faut jamais rester seul. Quand on sent que vraiment on est aux limites de ce que l'on peut tenir, c'est la grande force de la Marine nationale, c'est qu'un commandant, il n'est jamais seul. Il a un commandant en second, il a des commandants adjoints. On appelle ça la succession au commandement. Quand ça ne va pas bien, il faut savoir passer la main. Le pire, c'est de se croire Atlas portant l'univers. Et donc avoir toujours 3 ou 4 personnes avec qui on peut aller dire, tiens, il est temps que tu prennes la main, parce que là, moi, il faut que j'aille me reposer. C'est une chance. Ça, c'est la grande différence entre l'explorateur solitaire ou le marin solitaire. Sa façon de se reposer à lui, Mathieu l'a très bien dit, il s'arrête, c'est la barre de chocolat. Moi, je sais que je peux à un moment passer la main et que je devrais le faire régulièrement, même si je n'ai pas forcément à le faire, mais si je ne le fais jamais, je n'aurais pas préparé la relève. Autre notion majeure, un de nos devoirs quand on est explorateur, entrepreneur, dirigeant, c'est d'être sûr que ça continuera même si on n'est plus là. C'est à l'absolu la plus belle chose à réussir. Et donc d'avoir préparé des gens à prendre en permanence la relève. Et si vous avez cet environnement autour de vous, ça renforce votre capacité à surmonter la peur parce que vous savez que vous pouvez lâcher la main à un moment. Mais pas n'importe comment. Albert, votre regard là-dessus, parce que là, c'est encore différent. On est à plusieurs, là. Hein. Alors oui, il y a plusieurs choses. La première, c'est quoi faire quand on a peur. Et nous, on appelle ça des éléments actionnables, c'est-à-dire faire des choses sur lesquelles on peut agir. Parce que le risque, quand on a peur, c'est que d'un point de vue évolutionniste, on est dans ce qu'on appelle du fight et flight. En gros, on pense qu'on est sous attaque et donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et si on fait rien, on peut tomber dans ce qu'on appelle des pensées circulaires, c'est-à-dire tourner en rond dans notre tête, je vais jamais réussir. Et quand on est en panique, en fait, notre cerveau, c'est un peu comme un conteur d'histoire. Il nous nourrit basé sur ce qu'on ressent dans notre corps. Et il y a une différence entre la peur et la panique. Quand on est dans la panique, on a automatiquement des récits catastrophisants. On ne va pas s'en sortir, ça ne va pas marcher. Et quand on croit qu'on ne va pas réussir, on ne met pas tout notre effort pour la réussite. Alors que quand on est juste dans la peur ou dans le stress, sans que ce soit la panique, là, on peut se concentrer sur les choses actionnables, que ce soit mettre un ski devant l'autre et avancer, ou regarder son équipage, ou s'assurer que tout le monde est en train de bien faire les choses. Et là, ça devient plutôt un moteur. On parle souvent de bon stress et de mauvais stress. Le bon stress, c'est quand c'est actionnable et quand c'est pas chronique. Si je vais être stressé pendant des semaines, ça ne va pas le faire. Mais si je stresse pendant 15 minutes parce que j'ai besoin d'une vigilance élevée, là, ça va être très bien. Et la deuxième chose, c'est savoir déléguer. On est des animaux sociaux. On n'a pas de carapace, on n'a pas de mécanisme de camouflage. Je suis sûr que même quand on est explorateur solitaire, la préparation avant, ça se fait à plusieurs. Vous prenez un humain et un animal, vous les mettez dans une forêt, l'humain a très peu de chances de survivre. Vous prenez, je sais pas, 40 humains et 40 animaux et les humains font un zoo. Parce que notre force vient de cette collaboration et le problème, et je me retrouve énormément dans cette éloigner la tête des gens, c'est une très mauvaise idée, c'est les dirigeants ou les chefs qui pensent que genre l'homme providentiel. L'homme providentiel, c'est une exception à l'exception à l'exception à l'exception de la règle. Et le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un biais du survivant, on voit juste ceux qui réussissent, et on ne voit pas toutes les personnes qui sont prises pour des hommes providentiels et qui n'ont jamais réussi, et donc on n'en entend pas parler. Savoir déléguer, savoir connaître ses limites, se dire je suis le chef mais maintenant je vais aller me reposer. Parce que le repos, souvent quand je travaille avec des personnes en entreprise ou ailleurs, je leur dis se reposer c'est une de vos responsabilités professionnelles. On ne se repose pas pour notre vie personnelle, on se repose pour notre vie professionnelle, sinon on ne peut pas avancer. Et donc on appelle ça la résilience. C'est comment dans des situations de difficulté pouvoir même être plus performant que dans des situations où on n'est pas en difficulté. Merci beaucoup pour chacun de vos témoignages déjà. Et chacun ici, chacun a pu, à l'aune de vos témoignages,
nous avons pu nous mesurer, nous aussi, on s'étalonne par rapport à vous. Et maintenant, par rapport aux dirigeants. Par rapport aux dirigeants qui sont en face de vous, étant donné vos expériences respectives, si vous aviez, je ne vais pas dire un conseil, mais quelque chose à partager, où vous diriez, tiens, si moi aujourd'hui j'étais chef d'entreprise, ce à quoi je ferais attention pour gérer l'inattendu, gérer le futur, gérer un gros projet, c'est à ça que je ferais attention. Mathieu, ce serait quoi ? Moi, je pense qu'il ne faut pas voir l'inconnu comme effectivement une mauvaise chose ou quelque chose qui est une agression. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'embrasser cet inconnu-là avec le plus de curiosité, d'enthousiasme, en se disant que voilà, ok, c'est différent, c'est nouveau, mais je vais pouvoir faire quelque chose de nouveau, ou en tout cas tenter des nouvelles choses. Et je pense que vraiment, quand on tente une voie alternative, quand on tente de faire un peu différemment, quand on change un peu sa façon de faire, et bien c'est là qu'on découvre des choses à la fois sur soi, sur son équipe. Alors moi, je ne suis pas chef d'entreprise, hein, je parle que de moi avec mes expériences, mais en tout cas, là où je suis allé le plus loin dans mes aventures, c'est quand ça ne se passait pas comme prévu. Donc moi, quand ça ne se passe pas comme prévu, je me dis, bon, c'est quand même, ça fait un peu chier parce que ça va être plus compliqué, mais en mettant en place justement ces techniques-là, a posteriori, je me dis qu'en fait c'était la meilleure chose possible, parce que c'est en capitalisant justement sur ces expériences-là qu'on projette à un moment de se dire ouais, je vais marcher jusqu'au pôle Sud, qui paraissait être totalement inaccessible quand je me suis lancé au départ, à l'âge de 18 ans, traverser l'Europe à vélo tout seul. Donc je pense qu'on capitalise un petit peu sur ces acquis, et puis ça permet justement de projeter des projets encore plus ambitieux, encore plus lointains. Donc je pense que l'inconnu, l'incertitude, l'inconfort, il ne faut pas les voir comme des bâtons dans les roues, mais plutôt comme des opportunités. Olivier Lajoux, pour les dirigeants, hein, voilà, simple. L'incertitude, c'est celle de la vie. On arrive par un coup de chance incroyable et on ne sait pas combien de temps ça durer. Donc chaque jour est une chance inouïe. Et donc, si vous devez travailler une chose, une seule, moi ce que je vous recommande, c'est travailler beaucoup votre humour. Humour comme un subtil mélange d'humilité et d'amour. Humble. Je me souviens que la vie, c'est une chance inouïe et elle va me réserver des tôles les unes après les autres. Des grosses vagues, des petites vagues, du beau temps, du mauvais temps. Du coup, de amour, j'adore la vie. J'aime les gens. Plus vous mettrez de l'amour dans ce que vous faites, de l'amour pour vos équipes, pour votre projet, et plus vous aurez cette humilité en disant ça ne va pas se passer comme on a prévu. Aucun plan ne sera exactement ce qu'on a prévu. Mais l'important, c'est d'être en vie, en mouvement et en questionnement, en avançant ensemble, en se réjouissant d'être obligé de se questionner, de sortir de soi. Voilà. Moi, je pense que quand on a en soi cette capacité à aller chercher l'humour, eh ben, on est heureux comme dirigeant. Et puis après, les ennuis se suivent, ne se ressemblent pas, s'accumulent, ne s'accumulent pas, mais on est en vie. Et surtout, on n'est jamais... Le pire, ça serait de se dire, ça y est, j'y suis arrivé, et donc je sais. À partir de ce moment-là, on est déjà mort. Albert ? Je vais essayer de faire une sorte de mélange des deux, parce que je travaille beaucoup sur Mais réhabiliter l'incertitude et le doute. Je dirais que ne pas se prendre au sérieux, mais prendre son travail au sérieux. C'est une différence qui est peut-être pas très grande, mais qui est, je pense, très importante. Il y a une énorme différence entre se prendre au sérieux et prendre son travail au sérieux. Ne pas se prendre au sérieux, c'est quelque part accepter des fois de moins se faire confiance, de plus faire confiance à ses équipes, par exemple. De savoir que c'est pas parce que je suis le chef que je dois tout le temps paraître comme sûr de moi, d'accepter cette incertitude et de la partager avec ses équipes, d'accepter le risque de l'échec. Parce qu'on a aussi une tendance naturelle à ce qu'on appelle une aversion à la perte. On préfère ne pas perdre que gagner. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'explorateurs ou des gens qui osent, parce que là aussi, il y a un avantage, c'est le fameux principe de précaution. On préfère ne pas perdre que gagner. Et du coup, c'est cette capacité à moins se prendre au sérieux, à moins se faire confiance, mais à faire plus confiance aux autres. Et ne pas se faire confiance, ça ne veut pas dire ne pas avoir confiance en soi, mais ne pas faire confiance à mes émotions, à ma rationalité, à mon intuition à chaque fois, et de voir avec les autres. Je pense que c'est une bonne manière de commencer à créer quelque chose qui est plus solide. J'espère que vous restez encore quelques temps ici, vous ne repartez pas tout de suite, on va pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup en tous les cas, puis je demandais, mesdames et messieurs, de les applaudir. Restez bien là, restez bien là. Quelle matinée pour votre deuxième édition. Depuis l'intervention de Madame la Ministre tout à l'heure, il y a finalement une chose qui revient en permanence. C'est soyons pratiques, soyons dans l'instant, soyons dans le moment
présent. C'est exactement ce que Madame de Montchalin vous a dit. Vous savez, on a fixé sur le 31 octobre, on ne lâche rien là-dessus, on travaille évidemment avec anticipation pour les entreprises normandes et françaises en général, et nous voyons bien sûr les coups suivants, mais c'est d'abord l'instant qui requiert toute notre attention. Est-on prêt pour ce qui va arriver ? Et ici, dans vos trois intervenants, des mots forts quand même, qui ont été extrêmement bien prononcés. Je vais commencer par le plus puissant d'entre eux, prononcé par un militaire, amour. Si vous n'êtes pas en contact avec vos équipes, si vous n'êtes pas au plus proche de vos équipes, si vous ne vivez pas la même histoire, ayant ainsi rassemblé la tête et les jambes dans le même lieu et dans le même temps, comment voulez-vous, à un moment donné, sentir les choses ? Et c'est ici Albert Moukébert qui ajoutait, mais vous ne pouvez pas dissocier d'un côté la raison et de l'autre côté l'émotion. C'est un mécanisme mélangé et l'ensemble, c'est vous. Résumons. Ils vous ont dit tout d'abord la capacité d'être en harmonie avec l'environnement. Et là, Mathieu Torder dit, oui, lorsque vous voyez que les choses ont changé, bien sûr, et vous savez le faire, il va falloir tout changer dans la façon d'appréhender le réel. Changer de plan, partir sur le plan B, sur le plan C. Attention à ce moment-là, concentrez-vous bien sur le geste du moment. C'est le geste du moment qui fera que peut-être vous arriverez à la cible. Mais ne regardez pas la cible. La cible, c'est maintenant. C'est cette seconde que vous vivez. C'est celle du petit chocolat dont je ne me prive jamais. Cette petite succulence au milieu de l'effort, c'est une sorte de récompense intermédiaire. Et puis, lorsqu'on est plusieurs, surtout, c'est, bien sûr, je regarde d'abord les autres. Et eux, comment sont-ils ? Ils sont accaparés par leur poste, accaparés par leurs compétences, accaparés par la virtuosité de leurs gestes. Et tant qu'ils sont là-dessus, ma peur est maîtrisée. C'est à partir du moment où ils me regardent, où moi je dois être à mon poste aussi confiant qu'eux, ou en tous les cas leur donnant cette confiance. Ne jamais bien sûr être en disharmonie avec les éléments, ne jamais bien sûr croire aussi que l'on est l'homme de la providence. Pouvoir déléguer. La deuxième chose, pouvoir déléguer, se dire aussi qu'on a besoin de repos et que parfois même on n'est pas capable de pouvoir affronter. Mais heureusement, j'ai un commandant en second, heureusement, j'ai des équipes qui peuvent travailler. Les préparer à mon absence, c'est la meilleure façon pour qu'elles puissent grandir et que moi-même je puisse réfléchir éventuellement autrement. Autrement dit, ce n'est pas par uniquement une présence de tous les instants, mais également pouvoir organiser son absence, que le dirigeant va pouvoir grandir en leadership et faire grandir l'ensemble de ses équipes. J'insiste, des mots puissants, confiance, amour, humilité, le tout étant résumé dans humour. Merci beaucoup à chacune et à chacun d'entre vous. Que va-t-il se passer maintenant ? Break, bien sûr. Vous allez aller dans l'espace business, à G2R La Mondiale. N'oubliez pas, petit tour, si vous le voulez bien, chez Malakoff Médéric, et puis ensuite, votre premier atelier. Il est répertorié sur votre application. Ensuite, déjeuner. On se retrouve ici, en plénière, avec Hervé Morin, président de la région Normandie. On se retrouve ici aux alentours de 13h45. Merci beaucoup. À tout à l'heure.